Bonjour, dans le cadre du séminaire de la chaire éthique, technologie et transhumanisme, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eric Salobir, qui est président d'Optique Technologie. Bonjour Eric. Bonjour. Donc, vous êtes également prêtre et frère dominicain. Alors, vous travaillez dans le domaine des technologies. Quel lien entre votre vocation de prêtre et la question technologique ? D'abord, je pense que l'ordre dominicain a toujours été assez proche des sciences et des technologies ensuite. C'était le cas dans les années 50 du père Dubarle, qui travaillait beaucoup avec des gens du MIT sur tout ce qui était, à l'époque, ils appelaient ça la cybernétique, ce qu'on appellerait maintenant intelligence artificielle. C'était le cas déjà d'Albert Legrand. Enfin, les théologiens dominicains qui ont travaillé sur ces questions-là ont été nombreux, et je dirais, je ne fais que m'inscrire à la suite de ceux qui m'ont précédé et qui me dominent largement. Vous êtes président d'Optique. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce que c'est, quel est ce réseau, quels sont son mode de fonctionnement, avec qui vous travaillez et surtout quels sont ses objectifs ? Alors, Optique est un réseau qui a pour objectif de placer l'humain au cœur du développement de ce qu'on appelle les technologies de rupture, c'est-à-dire toutes ces technologies qui bouleversent notre société et notre économie, comme l'intelligence artificielle, la blockchain, les nanotechnologies, etc. Et l'objectif donc de ce réseau, c'est de faire bouger les choses, et pour ça, à la fois de mener une recherche en éthique pratique, donc concrètement, on travaille avec des chercheurs, mais pas seulement, et puis d'accompagner les acteurs des politiques publiques et les dirigeants d'entreprises pour les aider à faire les bons choix en essayant d'éclairer un peu le chemin devant eux. Alors quand on parle d'éthique, et notamment d'éthique de l'intelligence artificielle, aujourd'hui il y a énormément de publications et on parle beaucoup d'obligations de transparence, de respect de l'autonomie aussi des usagers, de respect de la privacy, etc. Est-ce que c'est ça faire de l'éthique, c'est rappeler des grands principes, ou est-ce qu'on peut travailler autrement l'éthique ? Enfin, comment est-ce que vous travaillez concrètement l'éthique ? Comment est-ce que les entreprises s'approprient ce sujet ? Le problème, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple, les normes surabondent. Je crois que c'est quelque chose comme 85 normes, chartes et autres qu'on a recensées en ce moment. En même temps, le bon côté, c'est qu'elles disent à peu près toutes la même chose et que finalement, on arrive assez facilement à se mettre d'accord sur des principes. Le gros problème, et c'est là qu'en fait on commence vraiment à agir, c'est que ces principes-là ne nous permettent pas d'aller très loin. Si on parle de transparence par exemple, personne ne veut d'une IA, donc une intelligence artificielle, dont on ne sait pas comment elle prend ses décisions. Surtout dans le domaine de la justice, de la santé, même de l'entreprise, des ressources humaines. On veut savoir pourquoi on a été accepté ou pas accepté par exemple pour un poste. La difficulté, c'est que la plupart du temps, d'abord on n'est pas très clair sur ce que veut dire chacune des notions, par exemple la transparence. Donc les grands principes, il faut quand même continuer à les travailler. Et puis surtout, on ne sait pas forcément comment on va faire pour les appliquer et pour les hiérarchiser. C'est-à-dire si vous décidez de placer la transparence en premier, vous allez avoir une IA qui explique ce qu'elle fait, mais qui est peut-être un peu moins efficace. Si vous placez l'efficacité en premier, vous allez avoir une IA qui, par exemple, va beaucoup mieux diagnostiquer le cancer, mais qui ne vous dira pas comment elle fait. Qu'est-ce que vous préférez ? Quelque chose d'efficace ou quelque chose de transparent ? C'est autour de ces questions-là qu'on est amené à faire réfléchir les dirigeants d'entreprise. Alors justement, je voudrais juste rebondir sur cette question. Vous avancez la question de l'efficacité. On peut se dire que parfois, il y a une contradiction entre un choix éthique et la question de l'efficacité, enfin, dans le sens aussi de la rentabilité. L'entreprise cherche aussi à être rentable et il peut arriver qu'elle se retrouve dans une situation de dilemme entre un objectif de rentabilité et le respect de principes éthiques. Est-ce qu'il y a moyen de concilier les deux ? Quels seraient les arguments qui pousseraient à chercher à concilier les deux ? Je pense qu'il faut être clair. Si on place sur une espèce de grande ligne, d'un côté avoir un comportement éthique et de l'autre côté avoir un comportement profitable, l'entreprise n'a pas le choix, elle doit être profitable pour survivre. Donc elle va avoir un comportement profitable et c'est l'éthique qui va passer à la trappe. Donc le seul moyen, c'est de ne pas avoir cette dimension-là, mais plutôt d'aligner les planètes et de faire en sorte qu'une entreprise puisse bâtir, créer de la valeur en s'appuyant sur des valeurs. Donc comment faire en sorte que l'entreprise puisse être plus pérenne, plus solide à long terme, parce qu'elle va avoir un comportement vertueux. C'est là-dessus, en fait, c'est faire ce basculement, c'est l'essentiel de notre travail. Donc, expliquer aux dirigeants d'entreprise qu'on passe de la création de profit, donc c'est du compte de résultat, plutôt du court terme, à la création de valeur, c'est-à-dire c'est plutôt du bilan, c'est plutôt du moyen-long terme, et ensuite asseoir cette valeur sur des valeurs. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a un énorme travail à faire pour aider l'entreprise à se doter d'une culture de ce que certains appelleront l'impact, vous savez, impact investment, donc l'impact positif, et ce que nous on appellera de l'éthique. Alors, dans votre réseau, vous rencontrez des acteurs politiques, des acteurs économiques. Qu'est-ce qui motive ? On comprend très bien que les acteurs politiques viennent sur le champ de l'éthique, mais qu'est-ce qui motive des acteurs économiques ? Qu'est-ce qui motive des chefs d'entreprise
pour venir vous solliciter? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'un certain nombre d'entre eux ont la volonté de faire les choses bien, de bâtir une société dont ils soient fiers, de laisser derrière eux un héritage, on va dire, qui leur fera honneur. Et ça, je pense que c'est la première et peut-être la plus belle des raisons, c'est venir pour faire le bien. Après, il faut être réaliste. Un dirigeant d'entreprise s'aperçoit de plus en plus maintenant que ce qu'on appellera le champ des externalités à prendre en compte, autrement dit de l'impact des technologies négatifs, qui peuvent être la pollution, tarir des ressources rares, avoir des choses difficiles à recycler, etc., ou une technologie qui est excluante, qui va creuser le digital divide, donc la fracture, on va dire, numérique. Tout ça, c'est pas forcément bon pour les affaires. Et qu'en fait, il faut, autant que faire se peut, essayer d'avoir une approche qui va non seulement satisfaire les dirigeants d'entreprise et les actionnaires, mais aussi les clients, qui ne sont pas seulement des utilisateurs, mais qui sont des humains, c'est-à-dire qui sont aussi parents, qui sont aussi pères, mères, je ne sais pas quoi, avec ça, citoyens. Et puis, les collaborateurs de l'entreprise, parce que sinon ils la quittent, notamment les plus jeunes. Et puis, les fournisseurs, qui sinon ne resteront jamais complètement fidèles. Donc en fait, c'est tout un écosystème qu'il faut prendre en compte. Et pour un dirigeant d'entreprise, c'est difficile de prendre en compte tout l'écosystème et de bien comprendre quels sont les impacts de la technologie, de l'utilisation et du modèle d'affaires, du business model qui va avec. Et puis, c'est aussi difficile de voir que tout ça, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, les attentes maintenant ne sont pas les attentes dans 2, dans 5 ans, parce qu'il y a des prises de conscience dans l'opinion publique. Et l'idée, c'est d'aider le dirigeant d'entreprise à anticiper ces prises de conscience pour avoir le temps de faire ces investissements. Et c'est pour ça qu'on prône beaucoup ce qu'on appelle l'éthique by design, qui est un concept qui veut qu'une entreprise place l'éthique dès le début, dès le premier coup de crayon, dès la première esquisse d'un projet. Et en faisant ça, en ayant une approche où on va faire attention à l'impact de la technologie à chaque étape du développement d'un projet, on ne va pas arriver à bâtir tout un truc et à la fin se dire comment est-ce que le département marketing va vendre ça au public, faire ce qu'on appelle de l'éthique washing, où on passe beaucoup de peinture sur le dessus, et puis on dit, vous voyez bien, c'est vert, ça a été peint en vert. Non, pas tellement en fait. Et voilà, et l'idée, c'est vraiment de doter les dirigeants d'entreprise d'outils qui les aident à faire ce cheminement, qui n'est pas un cheminement très intuitif, qui n'est pas un cheminement toujours facile. Je pense que, par exemple, pour une entreprise qui va se dire on pourrait utiliser l'intelligence artificielle dans notre, dans notre fonctionnement habituel. Cette utilisation de l'intelligence artificielle, le truc le plus intuitif, c'est de dire je vais remplacer une partie de mes collaborateurs par des intelligences artificielles, des chatbots, des assistants virtuels. Voilà, ça veut dire que quand je suis avocat, une IA peut faire la plupart des contrats et après je finalise. Quand je suis comptable, toute une partie des tests peuvent être faits par une IA et puis après, moi je finalise. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vaut mieux essayer de réduire, de faire du cost killing et réduire les frais à un chiffre d'affaires constant, ou est-ce qu'il vaut mieux faire plutôt de empowerment, c'est-à-dire donner du pouvoir aux collaborateurs en les dotant d'outils? Et dans ces cas-là, il n'y a pas de casse sociale, on ne réduit pas, mais c'est moins intuitif, il faut être plus créatif pour ça, mais pour moi c'est beaucoup plus disruptif, ça bouscule beaucoup plus, et dans ces cas-là, on va donner des moyens aux collaborateurs pour pouvoir générer plus de valeur. Et en fait, l'entreprise est gagnante parce que son activité, son chiffre d'affaires s'accroît, et le collaborateur est gagnant parce que finalement, non seulement il reste en poste, mais il a peut-être même un travail plus intéressant, plus interactif avec la machine. Tout ce travail que vous menez avec des partenaires venant du monde des entreprises demande évidemment du temps. Qu'est-ce qui va pousser d'une part, je comprends bien qu'il faut que les entreprises comprennent que choisir l'orientation d'une démarche éthique, finalement, ça leur est profitable à moyen et long terme. Peut-être ça demande un coût au préalable, mais finalement, c'est aussi une démarche gagnant-gagnant. Mais d'autre part aussi, est-ce que vous percevez dans votre activité une prise de conscience assez collective du point de vue, du point de vue des entreprises, de la nécessité de prendre cette question à bras-le-corps? Ou est-ce que ce sont surtout des patrons d'entreprise qui émanent du monde catholique, chrétien, puisque vous êtes prêtre? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Et comment se positionne Optique Technologies? Alors, je pense que c'est une prise de conscience mondiale. Cette année, le grand mot à Davos, c'était stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes, c'est-à-dire tout l'écosystème qui s'opposait à shareholders, c'est-à-dire les actionnaires.
C'est-à-dire comment on fait autre chose que satisfaire des actionnaires ou des financeurs et comment on en donne un peu à tout le monde. Comment on fait en sorte qu'il y ait une bonne répartition dans la chaîne de valeur pour que mes collaborateurs, mes fournisseurs, mes clients, tout le monde soit à peu près satisfait. Je pense que ça, c'est une très bonne prise de conscience. Maintenant, la grosse difficulté, et je pense que c'est l'un des points qui a été soulevé à Davos, c'est qu'on sait comment mesurer la satisfaction des actionnaires. Il suffit de verser un bon dividende, il suffit d'avoir un cours de l'action qui grimpe, ça c'est assez clair. Comment est-ce qu'on satisfait des gens aussi divers que mes équipes, mes fournisseurs qui sont en Chine, mes clients qui sont aux États-Unis ? Ça, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus qualitatif. Ça demande de mettre en place des nouveaux outils, des nouvelles métriques. Et c'est pour ça qu'on travaille, notamment dans le cadre du processus Tech for Good, à la mise en œuvre, à la réflexion autour de métriques, par exemple autour de l'inclusion. Comment faire en sorte que les technologies aient une approche plus inclusive, favorisent l'inclusion sociale, favorisent l'inclusion du collaborateur dans l'entreprise, favorisent l'inclusion de l'entreprise dans son écosystème. Et tout ça, je veux dire, comme ce sont des questions qui restent encore neuves, on va dire ce qu'on appellerait les métriques, ce que les anglo-saxons appelleraient des KPIs, donc des indicateurs clés, ils sont encore à inventer. Donc on a un gros travail à faire, qui est devant nous. Mais à partir du moment où on a de plus en plus de partenaires qui nous rejoignent, je pense que ce travail-là, il est non seulement nécessaire, mais il est tout à fait faisable. Et là, on dépasse carrément la dimension spécifique catholique, chrétienne. On est vraiment, vous travaillez avec une très grande diversité d'acteurs. Ouais, les catholiques, en fonction de leur foi, peuvent être acteurs, peuvent être moteurs d'une telle transformation. Mais d'autres qui nous rejoignent vont le faire parce qu'ils sont humanistes. D'autres vont le faire en fonction de leur attachement politique, par exemple, à une dimension sociale. Enfin, chacun vient avec sa motivation. À partir du moment où on veut placer l'humain au centre, l'humain n'étant pas seulement un client, un utilisateur, mais l'humain dans toute son intégralité, eh ben, en fait, on est bienvenu dans le débat. Alors, on sait que pour toutes ces nouvelles technologies, il y a des rapports de force entre les différents acteurs et que certains pèsent beaucoup plus que d'autres, notamment ceux qu'on situe, vu d'ici, plutôt dans la Silicon Valley. Est-ce que vous sentez chez eux une appétence, un questionnement peut-être fort chez certains de ces acteurs, peut-être plus fort qu'ailleurs, peut-être ils sont peut-être un peu en retard ou en avant, je ne sais pas, voilà. Alors, moi, je dirais que les grands acteurs de la Silicon Valley, moi, j'évite d'utiliser quelques acronymes que ce soit pour les rassembler, parce que je pense qu'ils sont très hétérogènes dans leur modèle d'affaires, dans leur culture d'entreprise, dans la technologie qu'ils développent. Ils ont juste en commun d'être américains et d'avoir du succès dans le numérique. Mais je vois qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte d'un certain nombre d'entre eux sur ces questions-là. Ils ont créé, par exemple, il y a maintenant plusieurs années, un consortium qui s'appelle Partnership on AI, qui veut justement travailler sur les questions d'éthique de l'intelligence artificielle et qui est cofinancé par les grands de l'intelligence artificielle. Bien entendu, ça n'adresse pas toutes les questions, bien entendu, ça ne répond pas à tout, mais c'est un signe de la volonté de travailler ensemble sur ces sujets-là. Moi, ce que je vois aussi, c'est que le narratif de bâtir une société meilleure est un narratif important dans la Silicon Valley qui dépasse largement la dimension marketing. On pourrait dire oui, bon, c'est une façon de dire, c'est un peu le monde de oui. En fait, pas du tout. Un historien a montré, et je trouve que c'est assez intéressant, comment la Silicon Valley est la lointaine héritière des communautés hippies des années 60 à San Francisco qui voulaient bâtir un monde meilleur. Bien entendu, maintenant, les moyens ont beaucoup changé, le style a beaucoup changé, quoi qu'il reste parfois les tongs et le t-shirt, mais on est un peu dans une continuité et dans la volonté, on va dire, de se dire qu'on ne peut pas confier aux seuls politiques le soin de bâtir une société meilleure et que si on veut bâtir une société meilleure, à un moment, on monte un projet et on le fait. Justement, peut-être, et ce sera peut-être la dernière question de notre entretien, le temps passant trop rapidement, par rapport à cette société meilleure auquel aspirent les différents acteurs, et vous faites bien de souligner l'hétérogénéité que l'on rencontre aussi dans la Silicon Valley, quelle est leur représentation de la société meilleure? Je veux dire, on entend beaucoup parler du transhumanisme, du libertarianisme qui proviendrait de la Silicon Valley. Est-ce que ça reste un imaginaire dans lequel se projettent, je dirais, sociologiquement la plupart des grands acteurs de la Silicon Valley? Ou est-ce que la question environnementale apparaît? Ou est-ce qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques, en fait, et beaucoup plus concrets et se positionnent surtout par rapport à des imaginaires ou des espoirs qui sont beaucoup plus proches et politiques et actuels?
Alors, je pense que c'est difficile de répondre à cette question. En fait, il faudrait leur poser directement la question. Ceux que je connais, moi, sont, on va dire, en interaction avec ce narratif d'une transformation qui irait jusqu'à la singularité, donc jusqu'à un humain qui arriverait, je ne sais pas si c'est à son optimum ou à sa transformation ou autre chose. Peut-être parce que ce narratif-là va dans le sens d'un certain nombre de choses et peut-être qu'ils l'ont utilisé ou qu'ils en ont utilisé des éléments comme on utilise les éléments, je ne sais pas quoi, de films de science-fiction pour décrire quelque chose du futur, parce qu'il faut bien trouver des mots pour parler de ce qui n'existe pas encore. Pour autant, je ne les dirais pas prisonniers de ce narratif. Et je pense qu'en plus de ça, c'est un narratif qui a eu le vent en poupe quand la technologie a été vue comme un peu la solution à tous nos problèmes, comme l'avait été avant la science. Et maintenant qu'on s'aperçoit qu'en fait la technologie est quand même à double tranchant, qu'elle n'est pas neutre, que son utilisation peut aussi poser problème, maintenant qu'il y a eu quand même un certain nombre de problèmes, de scandales, je pense que ce narratif s'essouffle et qu'en fait on en vient à des choses beaucoup plus concrètes. Et moi, ceux que je connais dans la Silicon Valley, y compris des dirigeants de très grandes entreprises, la société meilleure qu'ils veulent construire, c'est pas une société pour dans 100 ans où on sera tous je ne sais pas où, c'est une société pour dans 5 ans où il y aura moins de sans-abri à San Francisco. C'est ça le problème concret. C'est une société qui soit un peu plus décarbonée. C'est une société qui soit moins gourmande en énergie. C'est une société où, effectivement, peut-être on vive plus longtemps, où on bénéficie de soins qui soient meilleurs. Donc, peut-être que certains éléments vont rester dans cette dynamique-là d'un humain un peu augmenté, transformé, mais beaucoup d'autres vont aller irriguer tous les autres pans de l'économie et de la société pour avoir une société qui peut-être prenne un peu mieux en compte l'humain. Alors, je ne dis pas qu'ils y réussissent, je dis que ça fait partie des projets clés qu'ils ont en tête. Merci beaucoup Eric d'être venu nous rencontrer, nous vous souhaitons bonne continuation et quant à vous, nous vous disons à la prochaine fois.